J'ai tué ma sœur ce soir-là, sous les yeux indifférents de nos parents. Le sang a coulé comme le vin de Bordeaux, et personne n'a crié. Au lieu de cela, ils ont applaudi, un verre de cognac à la main, comme si c'était la fin d'un opéra tragique au Palais Garnier. Paris, cette ville des Lumières qui n'éclaire que les âmes perdues, m'a vu naître en 1985, dans un appartement haussmannien du 7e arrondissement, où l'odeur de croissants frais masquait à peine la pourriture des secrets familiaux. Mes parents, Henri et Claire Duval, étaient l'incarnation parfaite de la bourgeoisie française. Lui, un avocat renommé au barreau de Paris, spécialisé dans les affaires de divorce des élites. Elle, une galeriste d'art qui collectionnait les Picasso volés autant que les amants éphémères. Et nous, leurs filles, Élodie, l'aînée, la perle éclatante, et moi, Camille, l'ombre terne qui balayait les débris. Dès l'enfance, Élodie était le soleil autour duquel tout orbitait. Blonde, aux yeux verts hérités de quelque ancêtre normand, elle dansait dans les salons feutrés pendant que je, brune et maigrelette, ramassais les miettes de ses caprices. Camille, range ça, disait mère en agitant sa cigarette gitane, tandis que père hochait la tête, absorbé par son Le Monde. Élodie avait tout, les robes de Chanel pour ses communions, les leçons de piano avec un maître du conservatoire, et plus tard, les invitations aux soirées de l'Élysée. Moi, j'avais les factures à payer, les dettes de père qu'il cachait derrière ses discours sur l'honneur familial, et les nuits à veiller sur mère quand l'alcool la transformait en fantôme hurlant. Mais le vrai poison, c'était la trahison qui couvait, lente comme la Seine en crue. À 25 ans, j'avais enfin cru m'échapper. J'avais rencontré Julien lors d'une exposition à la Louvre, un architecte talentueux, aux mains calleuses qui sentait le plâtre et les rêves inachevés. Nous parlions des cathédrales gothiques jusqu'à l'aube, dans un café de Montmartre où la brume du matin effaçait les cicatrices de la nuit. Il me promettait un avenir, un mariage discret à la mairie du Marais, des enfants qui riraient dans un appartement avec vue sur la tour Eiffel. « Tu es ma muse, Camille », murmurait-il, ses lèvres contre mon cou. Élodie l'a vu venir. Elle, qui collectionnait les hommes comme mère collectionnait les tableaux, a flairé la proie. Lors d'un dîner familial à la campagne, dans notre maison de Provence, un mas provençal au volet vert, où les oliviers centenaires murmuraient des malédictions, elle s'est glissée entre nous. « Julien, raconte-moi tes projets pour Notre-Dame », a-t-elle ronronné, sa main effleurant la sienne, tandis que je servais le gigot d'agneau, les yeux baissés. Père a ri, un rire gras de vin rouge, Élodie a toujours eu le flair pour les talents. Mère a hoché la tête, ses boucles d'oreilles en diamants scintillants comme des larmes gelées. Je n'ai rien dit. Pas encore. Mais cette nuit-là, seul dans ma chambre aux murs tapissés de lavande fanée, j'ai senti la rage monter, un feu lent qui consumait mes veines. Julien m'a appelé le lendemain. « Camille, ta sœur est fascinante. Nous devrions tous dîner ensemble plus souvent. » Fascinante. Le mot m'a giflé comme un vent d'hiver sur les Champs-Élysées. Les mois suivants ont été un lent empoisonnement. Élodie l'a invitée à ses vernissages, à ses dîners chez l'ami Louis, où les steaks frites coûtaient plus cher que mon salaire d'assistante éditoriale chez Gallimard. Elle postait des photos sur Instagram, cette salope moderne. Elle et Julien, riant devant la scène, ses lèvres trop près de son oreille. « Ma petite sœur chérie, tu devrais sortir plus », m'écrivait-elle en privé, avec des émojis de cœur. Et moi, idiote, je répondais « Bonne soirée, Hello ». Père et mère savaient. Ils savaient toujours. Lors d'un repas de Noël, sous les guirlandes scintillantes de notre sapin importé d'Alsace, Élodie a lâché la bombe. Nous étions attablés devant la bûche de Noël, le foie gras fondant sur nos langues. « Camille, et toi? Ton mari et tes enfants? Oh oui, tu n'en as pas, a-t-elle moqué, sa voix suave comme du miel empoisonné. Père a éclaté de rire, un gloussement qui a fait trembler ses lunettes. Mère a pouffé derrière sa serviette en lin, ses yeux brillants de malveillance. « Ma pauvre chérie, toujours la célibataire endurcie, a-t-elle ajouté, en me tapotant la main comme on console un chien boiteux. Julien était là, assis à côté d'elle, son alliance neuve, celle qu'il m'avait promise, luisant sous les bougies. Il n'a pas dit un mot. Juste un sourire gêné, qui m'a transpercé le cœur comme un coup de stylet. J'ai quitté la table sans un mot, prétextant une migraine, et j'ai vomi dans les toilettes en marbre, le goût du champagne se mêlant à la bile. Dehors, la neige tombait sur les toits de tuiles roses, un manteau blanc sur la laideur du monde. Ce fut le début de la fin. Ou plutôt, le début de ma renaissance dans les ténèbres. Car cette nuit-là, en rentrant à Paris par le TGV, bercé par le cliquetis des rails, j'ai juré sur la tête de nos ancêtres gascons. Je les détruirais tous. Pas par la violence brute. Non, cela serait trop vulgaire pour une Duval. Ma vengeance serait un chef-d'œuvre, un roman noir à la Simenon, où chaque page tournerait sur un secret révélé, une alliance brisée. Mais d'abord, il fallait creuser. Creuser dans les abysses de notre famille, là où les squelettes dansaient la valse.
Et le premier secret, je le connaissais déjà. Celui que j'avais porté pour Élodie, 10 ans plus tôt, quand elle avait 18 ans et moi 15. C'était l'été 2000, dans ce même mas provençal. Élodie, rebelle en mini-jupe et bottes à talons, avait séduit le fils du voisin, un garçon de ferme aux muscles saillants et aux yeux vides. Une nuit d'orage, il s'était retrouvé dans la grange, au milieu des bottes de foin qui sentaient la terre humide. Mais le garçon, ivre de pastis volées, avait mal calculé. Un coup trop fort, une chute, et le crâne d'Élodie avait heurté une poutre. Du sang partout, un hurlement étouffé. Elle m'avait appelé en pleurs. « Camille, aide-moi. Dis que c'est toi. » J'avais 14 ans, terrifié par les éclairs qui zébraient le ciel comme des veines ouvertes. J'avais couru, nettoyé le sang avec des chiffons de la cuisine, traîné le corps du garçon, mort, les yeux vitreux, jusqu'à la rivière voisine, où les eaux gonflées par l'orage l'avaient emporté vers la mer. Élodie avait juré « C'est notre secret, petite sœur. Pour toujours. » Et moi, pour la protéger, j'avais menti à la police. C'était un accident. J'étais avec un garçon, il a glissé. Les flics, ces limiers provinciaux, avaient gobé mon histoire. Père avait engagé un avocat pour étouffer l'affaire, payer les silences. Mère avait serré Élodie contre elle. « Ma fille chérie, tu es sauve. » Et moi, j'avais porté le poids. Des nuits hantées par le fantôme du garçon, des cauchemars où son visage bouffi d'eau me fixait depuis le fond de la Durance. Élodie avait continué sa vie. Sorbonne, stage chez Chanel, amant à foison. Moi, j'avais enterré cela, comme on enterre un vinyle rayé dans une cave humide. Maintenant, avec Julien à son bras, ce secret me rongeait comme un acide. Il était temps de l'exhumer, de le brandir comme une arme. Mais pas seul. J'avais besoin d'alliés dans cette guerre familiale, des ombres qui haïssaient autant que moi. Et le premier était là, tapi dans les recoins de Paris. Marc, l'ancien amant d'Élodie, un journaliste freelance qui avait perdu sa carrière à cause d'elle. Je l'ai contacté via un café anonyme sur le boulevard Saint-Germain, où les intellos sirotent leur expresso en disséquant le monde. Camille Duval, la sœur de cette vipère, a-t-il sifflé, ses yeux injectés de bile. Marc était un homme brisé, quarantaine usée, barbe grise, un appartement minuscule dans le 18e rempli de coupures de presse jaunie. Élodie l'avait largué après qu'il avait refusé de falsifier un article pour booster sa carrière de consultante en images. Résultat, un scandale, un licenciement et une dépression qui l'avait conduit aux portes du Pont des Arts, un fil de fer à la main. « Elle t'a pris Julien aussi ?» a-t-il demandé, en allumant une Marlboro. J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux pour la première fois depuis des années. « Aide-moi, Marc. Je veux qu'elle paie. » Il a souri, un rictus de loup. Avec plaisir. Mais pas de demi-mesure. On la ruine, on la brise, et on la regarde saigner. Ainsi commença notre pacte, scellé par un verre de Calvados volé à la cave de père. Marc avait des dossiers, des mails compromettants, des photos d'Élodie avec des politiciens louches, des preuves qu'elle avait détourné des fonds de la galerie de mer pour financer ses folies. Et moi, j'avais le secret du garçon noyé. Ensemble, nous tracerions un plan. D'abord, isoler Élodie de Julien. Ensuite, révéler les petits mensonges. Enfin, le coup fatal qui toucherait les parents au cœur. Mais la vengeance, comme le bon vin, demande du temps. Et pendant ce temps, la tension montait. Julien m'appelait parfois, mal à l'aise. « Camille, ta sœur est intense. Peut-être qu'on pourrait déjeuner, juste toi et moi. » J'acceptais, feignant l'amitié, mais chaque mot était un fil tendu dans ma toile d'araignée. Élodie, sentant le vent tourner, redoublait d'insultes, des textos venimeux. « Reste à ta place, petite sœur. » Les perdantes ne gagnent jamais. Les parents, eux, flottaient dans leur bulle d'illusion. Père, avec ses parties de golf au Racing Club, mère avec ses cocktails chez Coste. Ils ignoraient que la tempête approchait, un ouragan provençal qui balayerait leur façade dorée. Un soir de printemps, alors que les cerisiers fleurissaient le long de la Seine, j'ai reçu la première fissure, un mail anonyme de Marc. Une photo d'Élodie et d'un homme plus âgé, un député UMP, dans un hôtel de la place Vendôme. « Prête pour le premier acte ?» écrivait-il. Oui, j'étais prête. Le rideau se levait sur notre tragédie. Le secret du garçon noyé n'était que la pointe de l'iceberg, un bloc de glace flottant dans les eaux troubles de notre lignée Duval. Pour comprendre ma fureur, il faut plonger plus profond, là où les racines familiales s'entremêlent avec la boue des mensonges. Père, Henri, n'avait pas toujours été l'avocat impeccablement cravaté que l'on voyait plaider au tribunal de la Seine. Dans sa jeunesse, à Bordeaux, il avait été un étudiant en droit aux ambitions voraces, prêt à tout pour grimper l'échelle sociale. C'est là qu'il avait rencontré Claire, ma mère,
une beauté bohème aux hanches larges et aux rires qui faisait tourner les têtes dans les caves à vin du Médoc. Mais leur union n'était pas née de l'amour pur, oh non. Père avait un rival, un jeune vigneron, fils d'une famille ruinée par la phylloxéra, qui courtisait Claire avec des bouquets de vignes sauvages. Le rival disparut un automne pluvieux de 1975, noyé dans la Garonne, officiellement un accident de pêche. Père hérita de Claire, de sa dot modeste, et d'un silence qui pesait comme du plomb. Des années plus tard, lors d'une beuverie familiale, rare moment où l'alcool dissolvait les masques, il m'avoua dans un murmure. « Camille, la vie est un fleuve. Il emporte les obstacles. » Ses yeux, voilés par le cognac, évitaient les miens. Mère savait. Elle savait tout, cette femme qui feignait l'innocence avec ses châles Hermès et s'était chez Mariage Frères. Elle avait élevé Élodie dans le culte de la perfection, la parée de perles comme on pare une idole, tandis que moi, je ramassais les éclats de leurs disputes nocturnes. « Ton père est un homme d'honneur », me disait-elle quand je surprenais ses pleurs. Honneur. Le mot me faisait vomir. Élodie avait hérité de cette noirceur. Le garçon de la grange n'était pas sa première victime. À 16 ans, elle avait déjà fait avorter une grossesse secrète avec un prof de philo au lycée, un type bedonnant qui s'était suicidé après le chantage. Il était faible, m'avait-elle confié un jour, en mâchant un chewing-gum à la menthe, comme si c'était anodin. Et moi, la petite sœur dévouée, j'avais effacé les traces, un mot anonyme à la police, un alibi fabriqué. Pourquoi? Parce que l'amour fraternel, en France, est une chaîne forgée dans le berceau, indestructible même sous les coups de marteau. Maintenant, avec Julien enchaîné à son poignet, je voyais clair, Élodie n'était pas une sœur. Elle était un vampire, suçant la vie des autres pour briller plus fort. Marc, mon allié improbable, avait creusé plus loin. Dans son appartement enfumé du Belleville, entouré de piles de dossiers jaunis, il m'avait montré les preuves. Des virements bancaires d'Élodie vers un compte offshore au Caïmans, des contrats falsifiés pour la galerie de mer, ou des tableaux vendus réapparaissaient aux enchères de Sotheby's sous d'autres noms. « Ta sœur est une arnaqueuse professionnelle », avait-il craché, en tapant du poing sur une table bancale. « Et tes parents? Complices. Ils ont blanchi l'argent via les affaires de ton père. » J'avais senti le monde basculer. Pas de surprise, juste une confirmation glaciale. La famille Duval n'était qu'une façade, un hôtel particulier aux murs lézardés, prêt à s'effondrer sous le premier séisme. Mon plan prenait forme, d'abord, frapper Julien. Pas par la jalousie mesquine, mais par la vérité. J'ai organisé un « dîner de réconciliation » dans un bistrot discret de la rue de Birague, près de la place des Vosges. Élodie était absente, occupée avec un client, avait-elle texté. Julien est arrivé, les épaules voûtées, son parfum boisé me rappelant nos nuits perdues. « Camille, je suis désolé », a-t-il commencé, en commandant un pichet de Beaujolais. Ces yeux que j'avais aimés, fuyaient les miens. J'ai souri, un sourire de madone vengeresse. Désolé pourquoi, Julien? Pour avoir cru qu'Élodie t'offrait plus que moi. Il a rougi, bafouillé quelque chose sur l'attirance, le destin. Puis j'ai sorti mon téléphone, et j'ai joué l'enregistrement. Une conversation volée par Marc, Élodie riant au téléphone. Julien? Un pantin. Il pense que je l'aime, mais c'est son carnet d'adresses qui m'intéresse. Et si ma sœur chiale, tant mieux, ça la remet à sa place. Le visage de Julien s'est décomposé comme un masque de plâtre craquelé. C'est faux. Elle ne dirait pas ça. Mais sa voix tremblait, et je voyais la fissure s'élargir. Écoute, ai-je murmuré, en posant ma main sur la sienne, un geste calculé, doux comme la soie. Élodie n'aime personne. Elle prend, elle détruit. Souviens-toi de nous, avant elle. Il a payé l'addition en silence, et en sortant, il m'a embrassé sur la joue, un baiser fraternel, mais chargé d'électricité. Le verre était planté. Pendant ce temps, la pression montait à la maison. Père m'avait convoqué dans son bureau, une pièce aux lambris sombres où trônaient des bustes de Voltaire et des bouteilles de Romanée Conti. « Camille, qu'est-ce qui te ronge? Tu es pâle comme un fantôme de la comédie française. » J'ai feint la fatigue, le travail, mais intérieurement, je bouillonnais. Il m'a offert un cigare cubain, un geste rare de tendresse, et j'ai failli tout lui cracher. Le secret de la grange, celui de Bordeaux, la pourriture qui gangrenait nos veines. Au lieu de cela, j'ai souri. Rien, père. Juste la vie. Mère, de son côté, m'invitait à des soirées bienfaisantes, euphémisme pour des orgies mondaines où les épouses troquaient des ragots contre des diamants. Lors d'une de ces nuits, chez une comtesse du 16e, j'ai surpris Élodie dans un coin sombre, négociant avec un collectionneur louche. Le monnaie? Il est à moi pour 500 000 €, cash, sans question. Le tableau en question appartenait à la galerie familiale,
un legs de grand-mère, que mère chérissait. J'ai noté le nom de l'homme, un certain Duval, ironie du sort, et je l'ai filé jusqu'à son hôtel sur les Champs-Élysées. Marc était excité comme un gamin. C'est du lourd, Camille. Si on balance ça au canard enchaîné, ta sœur finit au ballon. Mais je l'ai arrêté. Pas encore. On attend le bon moment. Et on implique les parents. Notre alliance se resserrait, nourrie de haine partagée. Marc me racontait ses nuits solitaires, hanté par le suicide raté. Je lui confiais mes cauchemars, le garçon de la grange me poursuivant dans les ruelles de Paris. Ensemble, nous étions une lame aiguisée. Puis vint le premier revers. Élodie, cette vipère intuitive, m'a confronté lors d'un thé chez Angelina, sous les dorures du salon Rivoli. Qu'est-ce que tu manigances, petite sœur? Julien est distant, et je sens ton odeur de rancune. Ses yeux verts me transperçaient, comme des lames empoisonnées. J'ai ri, un rire cristallin de façade. Rien, Élo. Juste envie que tu sois heureuse. Elle a pincé les lèvres, et en partant, elle a murmuré « Attention, Camille. Les ombres comme toi finissent écrasées. » Cette nuit-là, j'ai fouillé son appartement. Un loft trendy dans le Marais, payé par les dons de ses amants. Entre des loups-boutins et des flacons de Chanel numéro 5, j'ai trouvé une boîte, des lettres jaunies, des photos. Et là, le choc. Une lettre de moi, à 15 ans, confessant le secret de la grange. Élodie, je l'ai fait pour toi. Ne me trahis pas. Elle l'avait gardée, comme un talisman. Ou une arme. La peur m'a saisi, un froid qui glaçait mes os comme un mistral d'hiver. Élodie savait que je pouvais la détruire, mais elle tenait ma confession, preuve de mon meurtre. C'était une danse mortelle, un tango argentin sur les toits de zinc parisiens. Julien m'appelait maintenant quotidiennement. « Camille, j'ai besoin de parler. » Élodie. Elle change. Je le guidais, patiemment, vers la sortie. Mais le vrai coup de théâtre arriva 2 semaines plus tard. Père, lors d'un appel larmoyant, m'avoua qu'il était ruiné. Un client influent l'avait accusé de blanchiment et les flics perquisitionnaient le bureau. Camille, aide-moi. Contacte Élodie, elle a des relations. Ironie, les relations d'Élodie étaient les mêmes qui la protégeaient. J'ai promis, mais intérieurement, je jubilais. La toile se resserrait. Marc et moi avons accéléré. On envoya l'anonyme au député, une lettre avec la photo et une menace voilée. Révaler le vol du monnaie, ou le scandale éclate. Le lendemain, Élodie paniquait au téléphone. « Camille, c'est toi? Dis-moi la vérité. » J'ai nié, innocente comme une vierge de Murillo. Julien, de son côté, annonça leur rupture. « Elle est toxique, Camille. » J'ai été aveugle. Il pleurait, et pour la première fois, je sentis une pointe de remords. Mais la vengeance, une fois lancée, ne connaît pas la pitié. Les parents, sentant le vent, nous convoquèrent tous au mas provençal. Une réunion familiale, dirent-ils. Mais je savais, c'était le piège. Ou la reine. Le mas provençal, avec ses murs ocre lézardés par le soleil impitoyable, n'avait jamais semblé aussi oppressant. C'était fin juin, l'air chargé d'odeurs de thym et de regret, les cigales stridulants comme un chœur antique annonçant la chute d'un empire. Nous étions tous là. Père, affaissé dans son fauteuil en osier, une carafe de rosée à portée de main. Mère, drapée dans une robe en lin blanc, ses colliers de turquoise tintant comme des menottes. Élodie, furieuse en short de bain et lunettes de soleil, un cocktail à la main. Julien, invité par erreur, mais restant pour le drame. Et moi, Camille, l'observatrice silencieuse, un verre d'eau minérale pour masquer ma sobriété vengeresse. Marc attendait dehors, dans une Peugeot cabossée, prêt à intervenir si les choses tournaient au vinaigre. Le dîner fut un théâtre absurde, une pièce de Ionesco jouée sous les étoiles. Père entama, « Cette famille est en péril. Les ragots, les affaires. Nous devons nous serrer les coudes. » Mère hocha la tête, ses yeux fuyant vers la piscine turquoise. Élodie, piquée au vif par la rupture avec Julien, qu'elle ignorait encore officielle, cracha, « C'est ta faute, Camille. » Toujours à comploter dans l'ombre, à semer le doute. Julien rougit, balbutia. « Élodie, ce n'est pas. » Mais elle l'ignora, se tournant vers moi comme une furie d'opéra. « À vous. Les lettres anonymes, les photos, c'est toi. » J'ai souri, un sourire lent comme le coucher de soleil sur les Alpilles. « Moi? Pourquoi ferais-je ça, grande sœur? Tu as tout, l'amour, l'argent, l'admiration. Moi, je n'ai que des souvenirs. » Père intervint, la voix pâteuse. « Assez. Camille a toujours été loyale. Contrairement à certaines. » Son regard glissa vers Élodie, et je vis la fissure. Il savait pour le monnaie, pour les détournements. Mère, sentant la tempête,
changea de sujet. Parlons de l'avenir. Julien, tu restes pour le week-end. Julien déclina poliment, mais resta pour le café. C'est alors que je lâchai la première bombe. Pas le secret de la grange, pas encore. Juste un indice. Mère, as-tu revu le monnaie de grand-mère? Il manque à la galerie. Silence. Mère pâlit, ses lèvres tremblant comme des feuilles d'olivier. Élodie sauta. C'est un mensonge. Elle invente pour me discréditer. Mais père, soudain lucide, se tourna vers elle. Élodie, dis la vérité. J'ai vu les virements. Le chaos éclata. Élodie hurla, accusa père de la trahir après tout ce qu'elle avait fait pour la famille. Je t'ai couvert pour Bordeaux, papa. Le nom du rival noyé plana comme un fantôme. Mère se leva, renversant son verre. Bordeaux? Qu'est-ce que? Père blêmit, et pour la première fois, je vis la peur dans ses yeux. Peur d'un vieil homme face à son propre abîme. Julien, horrifié, se tourna vers moi. Camille, qu'est-ce qui se passe ici? Je haussai les épaules. La vérité, Julien. Juste la vérité. Élodie, acculée, sortit l'arme fatale. Ma lettre de confession, froissée comme un chiffon. Regardez ça. Ma chère petite sœur, meurtrière à 14 ans. Elle a tué ce garçon pour me protéger, et maintenant elle veut me détruire. Le silence fut assourdissant, brisé seulement par le chant des grillons. Père lut la lettre, ses mains tremblantes. Mère porta la main à sa bouche, étouffant un sanglot. Julien me fixa, les yeux écarquillés. Camille. C'est vrai. J'aurais pu nier, fuir dans la nuit provençale. Au lieu de cela, je me levai, la voix calme comme la Méditerranée en hiver. Oui, c'est vrai. J'ai menti pour elle. J'ai porté le poids pour qu'Élodie brille. Et qu'ai-je eu en retour? Des rires, des moqueries. Pas de mari, pas d'enfant. Ma voix se brisa, mais pas de faiblesse, de rage pure. Vous tous, vous m'avez utilisé comme un paillasson. Père, pour tes secrets bordelais. Mère, pour tes silences complices. Élodie, pour tes crimes. Père murmura. Camille, ma fille. Je ne savais pas. Menteur. Il savait tout, comme il savait pour le vigneron. Élodie ricana, hystérique, pauvre petite martyre. Tu crois que ça te rend innocente? Tu es une criminelle, comme nous tous. Julien se leva, prêt à partir. Je dois réfléchir. Mais je le retins d'un regard. Attends. Écoute la fin. C'est alors que Marc entra en scène. Son appel anonyme, préarrangé, fit sonner le téléphone de père. Les flics, alertés par notre dénonciation du monnaie, étaient en route. Monsieur Duval, nous avons un mandat pour perquisition. Le panique s'empara de la tablée. Élodie hurla, griffe à l'air, mère s'effondra en larmes. Père appela son avocat, la voix brisée. Julien, pâle comme un linceul, me glissa. Camille, aide-les. Pour l'amour du ciel. Amour? Il n'y en avait plus. Non, Julien. Ils doivent payer. La nuit s'alourdit, les étoiles indifférentes au-dessus des champs de lavande. Élodie, dans un sursaut de désespoir, tenta de me frapper, mais je l'esquivai, la poussant contre la table. Verre brisé, sang d'un éclat de verre sur sa main, un avant-goût. Tu vas en prison, salope, siffla-t-elle. Et toi avec moi. Les flics arrivèrent à l'aube, phares bleus balayant les oliviers comme des fantômes. Ils emmenèrent Élodie pour interrogatoire. Le monnaie était la clé d'une affaire plus large de trafic d'art. Père et mère furent cités comme témoins, mais les soupçons planaient. Julien partit avec moi, hébété. Camille, qui es-tu vraiment? Bonne question. La victime? La vengeresse? Ou le monstre qu'ils avaient créé? De retour à Paris, dans mon petit appartement du 13e, je sentis le vertige. Marc fêtait la victoire aux zincs d'un bar de la butte aux Cailles, premier round à nous. Mais ce n'est pas fini. Il avait raison. Élodie, libérée sous caution, père avait puisé dans ses derniers fonds, jurait vengeance. Ces textos. Tu vas regretter, petite sœur. Je sais tout sur toi. Et Julien, oscillant entre culpabilité et attraction, ma voix, je t'ai toujours aimé, Camille. Élodie était une erreur. Nous couchâmes ensemble cette nuit-là, un acte de réconfort teinté de désespoir, nos corps emmêlés comme des vignes sauvages. Mais la tension culminait. Les parents, ruinés et humiliés, me déshéritèrent par courrier notarié. Tu as trahi la famille. Ironie suprême. Élodie, de son côté, liguait ses amis, des journalistes véreux, des avocats corrompus, pour me salir. Un article dans Voici, la sœur jalouse derrière le scandale Duval.
Ma vie professionnelle s'effondrait. Gallimard me mit à l'épreuve. Pourtant, je tenais bon, nourri par la haine. Le plan suivant, révéler le secret de Bordeaux. Marc avait des preuves, un témoin, un vieux pêcheur qui avait vu père pousser le rival. On le balance au monde, proposa-t-il. Pas encore. J'attendais le moment où la douleur serait maximale. Élodie, sentant la nasse, tenta une trêve, un appel larmoyant. Camille, pardonne-moi. On est sœurs. Viens au mas, on parle. Piège évident. Mais j'y allais, armé de mon téléphone enregistrant. Là, sous le soleil brûlant, elle avoua « J'ai toujours su que tu étais faible. Mais maintenant, tu joues avec le feu. » Et elle rit, ce rire qui hantait mes rêves. Je partis sans un mot, mais le poison était injecté. La toile se resserrait, et le nœud coulant se formait autour de leur cou. Bientôt, le chaos trao. Paris, ville de lumière, allait s'assombrir pour les Duval. Le chaos trao frappa comme un orage d'été sur la côte d'Azur, soudain, violent, et laissant des ruines fumantes. C'était le 14 juillet, fête nationale, quand Paris s'illumine de feux d'artifice et de faux semblants patriotiques. J'avais orchestré cela avec la précision d'un metteur en scène au théâtre du Châtelet. Un gala de charité organisé par Maire à la Fondation Cartier, où les élites françaises se pavanaient en smoking et robes de soirée, toast au foie gras et discours hypocrites sur la solidarité familiale. Élodie y serait, fraîchement blanchie par un juge complice. Père, tentant de sauver sa réputation. Mère, jouant la veuve éplorée. Julien, à mon bras, feignant l'amant repentant. Marc, infiltré comme serveur, avec une clé USB pleine de poison numérique. J'arrivais en robe noire moulante, un fourreau qui épousait mes courbes comme une seconde peau. Un choix délibéré, pour rappeler à Julien ce qu'il avait perdu, à Élodie ce qu'elle ne posséderait jamais. Les flashs des photographes crépitaient sur le tapis rouge et les murmures fusaient. La famille Duval, après le scandale. Élodie, en rouge sang, me toisa. « Tu oses venir ? Après ce que tu as fait. » Je souris. C'est une fête, grande sœur. On célèbre la liberté. Le dîner fut un ballet de tension. À table, père me lança un regard assassin. Mère feignit l'affection en me serrant la main. Ma fille, oublions. Élodie, sirotant son champagne d'homme Pérignon, glissa à Julien. Ne te laisse pas berner. Elle est toxique. Mais Julien, mon allié secret maintenant, répondit froidement. Comme toi, Élodie. Le silence tomba, lourd comme un rideau de velours. Puis, le moment. Marc, en nœud papillon impeccable, s'approcha avec un plateau de coupe. Au lieu de servir, il activa le projecteur, un tac simple, via le Wi-Fi de la salle. L'écran géant, censé diffuser un film sur l'art français, s'alluma sur des images. D'abord, le trafic du Monet, avec des mets d'Élodie signés de sa main élégante. Cris étouffés dans la salle. Puis, pire, des archives jaunies, scannées par Marc, le rapport d'autopsie du vigneron de Bordeaux, avec des ecchymoses suspectes au cou, et le témoignage du pêcheur. J'ai vu Duval le pousser. Il criait « Elle est à moi ». Père se leva, blême, c'est un mensonge. Mais la salle bruissait déjà. Téléphone sorti pour Twitter le scandale. Mère s'effondra, un sanglot rauque. Henri. Tu m'avais juré. Élodie, paniquée, hurla vers moi. Salope. Tu vas payer. Elle se rua sur scène, griffe sortie, mais la sécurité l'intercepta. Julien me serra la main sous la table. C'est fini, Camille. Pas encore. Le clou, le secret de la grange. Marc lança la vidéo. Une reconstitution basée sur ma confession avec des acteurs anonymes. La chute, le sang, le corps traîné vers la rivière. Et ma voix off, enregistrée pour l'occasion, j'ai menti pour elle. Mais elle m'a trahi. La salle était figée, un tombeau de chuchotements. Père murmura. Camille. Pourquoi ? Parce que vous m'avez ri au nez, pensai-je. Parce que, pas de mari, pas d'enfant, était le dernier clou dans mon cercueil d'humiliation. Le chaos suivit. La police, alertée par un appel anonyme, le mien, débarqua au milieu des feux d'artifice qui explosaient dehors, illuminant les façades haussmanniennes comme un jugement divin. Élodie fut menottée en direct, ses cris perçant la nuit. C'est elle. Elle est la meurtrière. Père, arrêté pour homicide involontaire datant de 1975, fut traîné vers une voiture banalisée, son smoking froissé comme son empire. Mère, hystérique, s'accrocha à un pilier. Mes filles. Ma famille. Mais personne ne l'écouta. Julien et moi sortîmes dans la cohue, la scène scintillant sous les explosions colorées. Tu les as détruits, murmura-t-il, mi-admiratif, mi-horrifié. Je ris, un rire amer.
ils se sont détruits eux-mêmes. J'ai juste allumé la mèche. Nous marchâmes le long des quais, main dans la main, mais je sentais déjà le doute en lui, ce doute qui ronge les amours nés de la cendre. Les jours suivants furent un tourbillon médiatique. Le Figaro titrait « Scandale Duval, fratricide et secrets enfouis ». Libération parlait de « vengeance féminine » ou « crime calculé ». Les féministes me portaient au nu, les conservateurs me lapidaient comme une sorcière de Salem. Élodie, en garde à vue, me fit passer un message par son avocat. Je plaiderai coupable pour le garçon. Mais toi, tu brûleras avec moi. Père, dans sa cellule de la santé, écrivit une lettre. Camille, pardonne ton vieux père. J'ai toujours su que tu étais la plus forte. Menteur jusqu'au bout. Mère, internée pour dépression, balbutiait des prières catholiques dans une clinique privée de Neuilly. Marc et moi fêtâmes dans un bar de Pigalle, absinthe et cigarettes, mais son regard avait changé. Camille, as-tu été trop loin? Trop loin? La question me hanta. Julien, de plus en plus distant, murmura un soir. Je t'aime, mais... Et si tu étais comme eux? La graine du doute germait. Puis, le moment du sang promis. Élodie fut libérée sous caution, encore une fois, par des fonds occultes. Elle m'invita au mas, pour clore le chapitre. Seul. Julien insista pour venir, mais je refusai. C'est entre sœurs. Marc, inquiet, me filait à distance. Le mas était désert, les volets clos comme des paupières closes. Élodie m'attendait dans la cuisine, un verre de pastis à la main, son visage marqué par les nuits blanches, belle encore, mais fissuré comme de la porcelaine chinoise. « Assieds-toi, petite sœur. On parle. » Sa voix était douce, trop douce. Elle versa du pastis dans mon verre, anisé, traître. Nous parlâmes, des souvenirs d'enfance, des rires forcés, des larmes vraies. « J'ai toujours été jalouse de toi, tu sais, » avoua-t-elle. « Ta force silencieuse. » Mensonge. Mais je jouais le jeu. Puis, le couteau. Littéralement. Elle le sortit d'un tiroir, lame provençale aiguisée sur les pierres du Rhône. Pour le garçon. Tu m'as sauvée, mais tu m'as maudite. Elle bondit, et dans la lutte, le verre se brisa, le pastis se mêlant au sang, son sang d'abord, une entaille au bras. Je la repoussai, attrapai une bouteille de vin, un Châteauneuf du Pape millésimé, et la fracassai sur la table. Le char de verre trancha net, sa jugulaire ouverte comme une vigne saignée. Elle s'effondra, gargouillant. « Camille. Pourquoi? » Parce que tu m'as moqué. Parce que les parents ont ri. Le sang coula, rouge comme le bordeaux de père, et dehors, Marc hurla en accourant. Mais il était trop tard. Élodie était partie, son regard vers vitre fixé sur le plafond craquelé. Julien arriva, appela les secours. Père et mère, alertés par télé, fondirent en larmes au téléphone. Mais personne ne pleura pour moi. Ou si. Le meurtre d'Élodie, appelons-le ainsi, sans phare, ne fut pas le point final, mais le twist qui renversa le plateau de jeu. Les flics, ces limiers parisiens aux costumes froissés, arrivèrent au mas avec sirène hurlante, transformant notre bastion provençal en scène de crime balisé de rubans jaunes. Marc, témoin oculaire, jura que c'était de la légitime défense, elle l'a attaqué avec un couteau. Julien, arrivé juste après, corrobora « Camille est innocente ». Élodie était dérangée. Père, depuis sa cellule, fit pression via son avocat. Ma fille a agi pour se protéger. Mère, sortie de clinique, témoigna en pleurs, Élodie. Elle était perdue depuis longtemps. Le procureur, un homme au visage taillé à la serpe comme un roman de Zola, hésita. Les preuves du trafic d'art, du meurtre de Bordeaux, pesaient lourd contre les Duval. Mon cas? Une sœur protégeant l'honneur familial d'une autre sœur devenue folle. Les médias, affamés, titrèrent « Fratricide ou justice divine ». Les débats firent rage sur CNews, Camille Duval, héroïne ou parricide. Les lecteurs se divisèrent. Certains me voyaient comme une Jeanne d'Arc vengeresse, d'autres comme une Médée moderne, assoiffée de sang. Julien resta à mes côtés, du moins au début. Nous nous installâmes dans mon appartement du 13e, transformé en bunker contre les paparazzis. Nos nuits étaient fiévreuses, un mélange de passion et de deuil. « Je t'aime malgré tout », murmurait-il, ses doigts traçant les cicatrices invisibles sur ma peau. Mais le doute grandissait, comme une ombre sous les réverbères de la rue Mouffetard. « As-tu planifié sa mort » demanda-t-il un soir, après un cauchemar où Élodie revenait, spectrale. Je niai, les yeux dans les siens, c'était un accident. Comme tout le reste. Marc, mon Pirut dans cette Iliade familiale, sombra. Les flics le cuisirent pour complicité, et sous pression,
Il craqua. Camille m'a recruté pour la vengeance. Les hacks, les lettres, tout était son idée. Trahison. La sienne, cette fois. Il plaida pour un deal, livra des enregistrements où je parlais de « briser Élodie ». Le procès s'annonçait, un cirque à la cour d'assises de Paris, où les avocats dansaient la valse avec la vérité. Père fut le premier à tomber. Condamné pour homicide involontaire, il écopa de 10 ans, son barreau rayé comme un tableau raturé. Dans la salle d'audience, au mur lambrissé de la conciergerie, il me regarda une dernière fois. « Camille, tu as gagné. Mais à quel prix ?» Mère, accusé de recel, s'en tira avec une amende et une thérapie obligatoire, mais son empire s'effondra, la galerie vendue aux enchères, ses amants envolés comme des pigeons de la place du Tertre. Elle m'écrivit « Ma fille, reviens. Nous sommes tout ce qui reste. » Julien partit le soir où les premiers témoignages le citèrent comme « complice passif ». Je ne peux pas, Camille. Tu es un poison. Il emporta nos rêves, le mariage, les enfants fantômes, et me laissa seul avec le vide. Ironie, Élodie avait eu raison. Pas de mari, pas d'enfant. Le twist final vint lors de mon procès, 6 mois plus tard, sous un ciel d'automne pluvieux qui noyait Paris dans une grisaille proustienne. L'avocat d'Élodie, ou plutôt, de son esthète, produisit une vidéo cachée, celle du MAS, filmée par une caméra de surveillance qu'elle avait installée en secret. Pas la lutte, mais la mienne. Moi, versant le pastis, murmurant « Finissons en Hello ». Pour le garçon. Pour Julien. Pour les rires. Pas d'attaque. Juste une confrontation froide, et le char de bouteille manié avec préméditation. La salle retint son souffle. Père, depuis sa prison, envoya un mot « Tu es comme moi, Camille ». Un Duval. Mère s'évanouit. Les jurés, ces bourgeois anonymes, délibérèrent 3 jours. Coupable d'homicide volontaire, mais avec circonstances atténuantes, la provocation familiale. 15 ans, commutable en 10 avec bonne conduite. Dans ma cellule de la Roquette, je relus les journaux, La vengeance des Duval, tragédie ou catharsis. Certains pleuraient Élodie, la victime sacrifiée, d'autres acclamaient ma libération. Julien se maria 6 mois plus tard, avec une assistante de bureau, photo dans Point de vue. Mère vendit le MAS, s'exila à Biarritz avec un gigolo. Père mourut en détention, un infarctus foudroyant, son dernier mot, liberté. Et moi, dans le silence claustral, je rêvais de la scène, de ces eaux qui emportent tout. Était-ce la victoire? Une fin heureuse, où la justice poétique triomphe? Ou une bique à CH, où la vengeresse devient le monstre? Les lecteurs, vous choisirez votre camp. Mais une chose est sûre, dans cette famille française, forgée dans le vin et le sang, personne n'échappe à son ombre. Fin.